Bonjour à tous. Merci d'assister à cette présentation Docker. Donc Pascal Pignon, je suis chez Docker en charge des ventes indirectes et responsable du réseau de partenaires pour la partie entreprise. Et David Gageot, qui est responsable ingénierie. Oh non, pas responsable, ingénieur. Ingénieur. Ingénieur chez Docker à Paris. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est pas passer beaucoup de slides, faire un peu une petite introduction sur... alors je pense que vous savez à peu près qui est Docker, mais vous n'avez peut-être pas les dernières informations sur l'état de où on est Docker, et notamment dans la partie entreprise. Et puis rapidement passer la main à David sur un certain nombre d'annonces qui ont été faites à la DockerCon, qui est donc notre événement biannuel, et sur lequel il y a eu beaucoup de news cette année, puisqu'on a annoncé des choses, notamment au niveau des orchestrateurs. Alors, donc, la croissance de Docker, vous vous rappelez, Docker a 4 ans. Et en 4 ans, les chiffres sont arrivés à ceux que vous voyez derrière moi, c'est-à-dire à peu près 24 milliards de pools d'images de Docker, 21 millions de hosts installés où le Docker Daemon est installé, et beaucoup de demandes en compétences Docker, en offre d'emploi et en projet client, clairement. Donc ça, c'est un signe, effectivement, et la croissance ne réduit pas. Aujourd'hui, c'est toujours quelque chose qui est exponentiel. Pour autant, bien sûr, Docker garde son ADN, notamment d'open source, clairement. Hein. Donc on fait partie d'un certain nombre de choses, notamment, comme vous le voyez derrière moi, de l'Open Container Initiative, et où on est fort contributeur. On a mis, bien sûr, Containerd en open, et ça, je pense que la majorité d'entre vous le savez. Et on fait aussi partie de projets open source, comme Kubernetes lui-même, dont on va parler après. Donc ça reste, et ça sera toujours dans notre ADN. Pour autant, et comme souvent ça peut arriver dans les mondes open source, on est également présent dans l'entreprise avec des solutions commerciales. Qui apportent en fait 3 éléments en fait, aux entreprises, notamment la notion de portabilité, c'est-à-dire finalement d'être agnostique des plateformes. Et ça, je pense que si vous utilisez Docker, vous le savez. Un des intérêts de Docker, c'est de pouvoir vraiment tourner quelle que soit la plateforme hardware en dessous. Et donc ça a un avantage important, même très important pour les clients qui ont des stratégies de cloud hybride. La moyenne de nos clients qui utilisent aujourd'hui des clouds, c'est d'avoir 5 voire 6 plateformes de cloud au sens privé, public, et donc d'avoir une vraie stratégie de cloud hybride. Donc ça, c'est un élément qu'on apporte aux entreprises. Un deuxième élément qu'on apporte, et vous en êtes les meilleurs garants, c'est la notion d'agilité, notamment entre les devs et les ops, et de faire un nombre de mises en production parfois jusqu'à 100 fois supérieur à celui qui était fait précédemment. Donc passer d'une mise en prod tous les 3 mois à 10 mises en prod par jour, c'est quelque chose qu'on voit chez certains clients. La notion de sécurité est le 3e pilier, parce que c'est vraiment très important quand on met en production des workloads, des applicatifs, de ne pas faire, entre guillemets, n'importe quoi, de ne pas arriver avec une image qui éventuellement comporterait des vulnérabilités jusqu'à la production. Et donc ça, c'est quelque chose qui fait partie de nos offres commerciales. Et tout ça en ayant un business case, comme on dit en bon anglais, qui permet une réduction quasiment de 50, voire pour certains 66% de réduction de coûts infrastructure, logiciel et opérationnel, à partir du moment où ils mettent en place une plateforme de bout en bout entre le dev et les ops pour gérer ces images de façon sécurisée et d'avoir en fait un peu un workflow d'images Docker. Donc ça c'est les business cases, c'est les retours, ils sont même publics. Hein. On a un client qui s'appelle MetLife, par exemple, qui est une grosse assurance américaine, qui sur 600 applications quand même, ça représente 10% de son parc applicatif, a un retour sur investissement de réduction de coûts de 66%. Voilà. Donc ça, c'est les exemples de clients que l'on a dans l'entreprise. Et vous voyez quelques logos là, notamment la Société Générale en France, qui est un client un peu historique, et pas mal d'autres qui ont ce retour. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir, à regarder un petit peu la promesse de valeur que peut avoir Docker Enterprise Edition pour l'entreprise de façon un peu macroscopique. Je terminerai juste avec ce slide pour dire que la plateforme Docker, on l'associe souvent aussi à la notion de microservices. Personne d'IBM en a bien parlé d'ailleurs. C'est vrai que les containers, c'est parfait pour faire tourner des microservices, des applications 12 factor, des choses qui sont très modernes.
Ça peut aussi être utilisé pour des applications plus traditionnelles que l'on containerise et finalement on bénéficie très rapidement de l'intérêt des containers, à la fois en termes de réduction d'infrastructures et puis d'agilité, dont je viens juste de parler, pour des applications un peu legacy, comme on dit, un peu anciennes, sans avoir à les recoder. Simplement en les containerisant, en les mettant dans un container, on peut avoir de gros bénéfices. Et c'est quelque chose que l'on fait de plus en plus avec pas mal de nos grands clients et avec nos partenaires, dont Triptych, qui est alors, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je remercie encore Triptych de nous avoir invités et permis d'être sponsor à cette journée. Et Triptych fait partie de nos grands partenaires français très compétents sur les environnements Docker. Voilà, donc infrastructure hétérogène, j'en ai parlé. Hein, Docker fonctionne sur plein d'infrastructures différentes et surtout embarque la sécurité par défaut. Voilà ce que je voulais très brièvement dire. Et je vais passer la parole à David parce qu'il y a eu donc, en plus de ces annonces pour l'entreprise dont je viens de parler et des retours d'expérience client, donc il y a 15 jours à la DockerCon, il y a eu une grosse annonce. Certains d'entre vous l'ont déjà vu. On va simplement y revenir et aussi faire une démo, parce qu'on est quand même au DevOps Day, donc ça ne se fait pas sans démo, et parler du support de Kubernetes dans la plateforme Docker. David. Merci Pascal. Petit sondage avant de commencer. Qui utilise Docker actuellement? Qui utilise Swarm, l'orchestrateur natif Docker? Qui utilise Kubernetes? Ok. Qui aimerait bien utiliser les deux? Alors nous, ce qu'on voit, c'est que comme les quelques mains qui se sont levées, les personnes qui aimeraient bien utiliser les deux, on voit de plus en plus d'utilisateurs qui aimeraient bien pouvoir utiliser les deux. Surtout les grosses entreprises. Hein. Les grosses entreprises, vous allez avoir des équipes qui vont préférer le modèle simple, rapide à mettre en œuvre de Docker Swarm, et puis d'autres équipes qui vont préférer la possibilité offerte par Kubernetes en termes d'extensibilité et en termes de richesse fonctionnelle. Et donc, on a regardé toutes ces demandes des utilisateurs, hein, et puis on s'est dit comment on pourrait répondre à ces demandes avec la plateforme Docker, hein, tout en conservant nos valeurs en termes de simplicité, en termes de rapidité de mise en production. Et effectivement, à DockerCon en Europe, là, à Copenhague, il y a un petit mois maintenant, on a annoncé qu'on supportait Kubernetes, hein, de la même manière qu'on supporte Swarm. Et donc, vous, en tant qu'utilisateur, vous avez la possibilité de choisir l'un ou l'autre des orchestrateurs. Donc ça, c'est quand même quelque chose, je ne sais pas si vous réalisez, c'est quand même quelque chose d'assez important pour la plateforme Docker, pour Kubernetes, hein, pour les utilisateurs. Hein, ils vont pouvoir faire tourner Docker Community Edition ou Docker Enterprise Edition, hein, sur ces deux orchestrateurs et pouvoir choisir en fonction de l'application sur quel orchestrateur on va pouvoir déployer l'application. Est-ce que ça vous intéresse de voir ça, de voir une démo de ça, justement, du support de Kubernetes? Je ne vous entends pas bien. J'étais à un concert hier, il criait plus fort que vous. Hein. Donc bon, normalement, on va essayer de faire une démo qui plante, hein, comme d'habitude. Hein. Parce qu'une démo, ça plante toujours un petit peu. Est-ce que vous voyez bien? Si je tape ici tout au fond, vous voyez bien? Ouais, ça va, ça a l'air d'aller. On va faire un cran plus gros encore. Tac. Alors ce qui est important, c'est que pour supporter Kubernetes dans la plateforme Docker, hein, il faut déjà aussi partir du poste du développeur. Le poste du développeur, hein, c'est Docker for Mac, c'est Docker for Windows. Hein. Cette petite icône ici qui me montre que j'ai installé les outils Docker sur mon poste de développement, qui me montre que j'ai un Docker qui tourne, et donc je peux bien sûr utiliser la ligne de commande Docker pour démarrer des containers, arrêter des containers, démarrer des services, etc. etc. Je peux bien sûr aussi utiliser des outils comme Docker Compose. Qui connaît ici Docker Compose, hein? Bon, une bonne partie quand même de la salle. Docker Compose, hein, c'est un outil qui permet de composer des microservices, qui peuvent d'ailleurs parfois pas être forcément très micro, mais en tout cas des services, hein, de les composer et de créer ainsi une application. Donc moi j'ai une petite application ici, hein, qui est composée, ah oui c'est un peu gros quand même, hop, qui est composée de 3 microservices, hein, une partie web frontale qui va vraiment servir des pages web, hein,
qui va faire un proxy sur une partie back-end écrite en Java, qui est une API REST, qui va servir, vous allez voir dans l'application, des mots aléatoires. Hein. Et à partir de ces mots aléatoires, on va créer des phrases qui, j'espère, seront un petit peu marrantes. Et puis, il y a un back-end, une base de données, MySQL. Voilà. Donc ça, c'est un fichier Compose. C'est vraiment le fichier classique Compose, mes différents services. C'est très simple, ça va droit au but. C'est ce que les développeurs aiment au quotidien quand ils utilisent Docker. Hein. Et pour ceux qui connaissent Kubernetes, c'est un format qui est, on va dire, plus simple, donc qui apporte un peu moins de fonctionnalités, mais qui apporte quand même énormément de richesse par rapport à la syntaxe très très concise. On va dire qu'on répond à 80% des besoins avec 20% de la syntaxe, pour faire une approximation pseudo-scientifique. Quand j'ai une application comme ça décrite dans un Docker Compose file, hein, classiquement, en fait, je vais construire mon application. Donc, c'est ce que je vais faire avec Docker Build, Docker Compose Build. Ça va prendre chacun de mes microservices et ça va construire les images de chacun de ces services. Donc, je vais avoir à la fin 3 images. Donc là, c'est assez rapide parce que je l'ai fait un certain nombre de fois sur ma machine. Mais ça a bien construit une image pour le front-end, une image pour le Java, une image pour le back-end. D'accord ? Et une fois que j'ai construit mon application, je vais la déployer en utilisant la ligne de commande Docker. Docker Stack Deploy, hein, ça c'est ce que vous utilisez tous les jours si vous déployez une application sur Swarm. Hein. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va prendre tous mes services là, et ça va les démarrer. Alors ça va démarrer une base de données, ça va démarrer un web, et puis je crois que ça va démarrer, je ne sais plus si c'était 5 ou 10 services pour le middleware REST en Java. Et une fois que ça s'est terminé, bah, mon application tourne. Mon application tourne, et puis comme je suis sur Docker for Mac, eh bien c'est assez facile de se connecter à mon application. Tout ce que j'ai à faire, c'est ouvrir un navigateur sur localhost, et mon application est là. Ouais. Ça m'affiche des phrases aléatoires et avec un petit... C'était pour Copenhague, hein, donc il y a des petits mots un petit peu avec la syntaxe pour Copenhague. Et plus mon application, je vais la scaler, plus elle va sortir des phrases aléatoires. Donc je pense qu'à un moment donné, elle va avoir des phrases aléatoires. Non. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier un petit peu ce qui tourne comme service. Donc j'ai bien une stack qui tourne, qui est composée de 3 services. J'ai bien ici différents services qui tournent. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un... je ne sais plus si je peux faire ça. Ça marche peut-être pas, alors je ne vais pas le faire. On va regarder. Tac. Ce que je vais faire, je vais essayer de rajouter un certain nombre de réplicas ici. Je ne sais plus quelle est la syntaxe, on va essayer de faire ça. Si ça ne marche pas, ça nous le dira. Voilà, c'est pas ça. Bon, effet des mots. Quelqu'un qui connaît bien Compose, c'est avec un S, c'est ça? Parce que moi, à chaque fois... Donc là, je suis en train de redéployer, mais en fait, ce que ça va faire, c'est que ça ne va redéployer que les composants qui ont été changés dans mon Compose file. En l'occurrence, j'ai changé aucun microservice, j'ai juste passé un service avec un réplica de 10, et donc il va me créer 10 instances de la partie Java, et normalement, je devrais commencer à avoir certaines phrases un petit peu plus aléatoires, hein, parce que tout à coup, les différents back-ends Java vont se servir des mots différents, et je me retrouve avec des phrases un peu différentes. Mais vous avez vu, c'est facile. J'ai une application décrite dans un Compose file, je la démarre en une commande, je peux la scaler en une autre commande. C'est vraiment très très simple. Je peux bien sûr aller voir les logs de cette application. D'accord, j'ai les logs. Je peux bien sûr me mettre en mode follow pour vérifier ce qui se passe. On va mettre les logs à gauche, l'application à droite. À chaque fois que j'accède à mon application, je vois ce qui se passe derrière sur ma stack. Donc il y a différents services qui collaborent pour servir ma page web. Est-ce que c'est clair pour vous ça? Ça, c'est le workflow classique si j'utilise Docker sur la plateforme Docker classique, Docker for Mac, je me connecte sur localhost. Si j'arrête mon application, elle s'arrête toute seule, je peux la mettre à jour facilement, tout va bien. Et puis, cette application on me demande de la mettre en prod sur Kubernetes. Donc là, Kubernetes, a priori, il va falloir que j'installe d'autres outils.
Je ne sais pas si vous connaissez les outils Kubernetes. Donc vous avez un autre format de fichier YAML pour décrire vos services, vos composants back-end, la composition de ces différents services. Et puis vous avez d'autres lignes de commande. Vous avez kubectl qui permet d'accéder à un cluster Kubernetes et puis de démarrer ces services. Et donc, l'idée, ça serait a priori d'installer ces nouveaux outils. Alors, ce qu'on a annoncé à DockerCon cette année, il y a 3 semaines, c'est qu'en fait, à partir de la fin d'année, la plateforme Docker sortira avec un support natif de Kubernetes pour que cette application-là, vous puissiez la déployer sur Kubernetes sans changer aucune de vos habitudes, sans changer de ligne de commande, sans changer de format. Et en fait, tout ce que j'ai fait devant vous ici, c'était de déployer une application non pas sur Swarm, mais sur Kubernetes. Elle tourne déjà sur Kubernetes. Je vais vous prouver ça. Enfin, prouver. En fait, Docker for Mac maintenant vient avec un cluster Kubernetes de 1 nœud déjà installé. Donc si moi je suis un développeur pour la plateforme Docker, je peux déployer sur du Swarm, je peux déployer sur du Kubernetes. Là, c'est sur ma machine. Je peux tester les choses avant qu'elles aillent en production. J'ai déjà un Kubernetes avec un seul nœud. Et si je regarde en avec plus de détails ce qui se passe sur mes clusters, eh bien en fait, j'ai déjà un certain nombre d'objets qui ont été créés. J'ai des deployments qui ont été créés. Je ne sais pas si vous regardez les noms ici, DB, World, Web. Ce sont mes microservices que je vous ai montré tout à l'heure dans le compose file. Pour chacun de ces services, ça a créé un deployment Kubernetes, ça a créé un replica set, ça a créé des pods. Ici, vous voyez le pod Worlds qui est scalé 10 fois. On voit les 10 instances des 10 pods qui tournent sur mon cluster Kubernetes. Et on voit les services qui permettent d'exposer, de faire communiquer les services entre eux. Tout ça, ça a été créé automatiquement par Docker, par la plateforme Docker sur Kubernetes. Pour que vous puissiez, avec la même ligne de commande, Docker Stack Deploy, déployer une application soit sur Swarm, soit sur Kubernetes. Est-ce que ça vous plaît, ça? On ne dirait pas. Il y a déjà des questions, je ne sais pas. L'idée, c'est, si vous devez déployer votre application sur Kubernetes, vous allez pouvoir le faire avec la même ligne de commande. Vous pouvez bien sûr à tout moment dire, non mais moi ce que j'aime dans Docker, c'est la simplicité, c'est le fait de pouvoir utiliser Compose, c'est le fait de pouvoir déployer sur Swarm, mais à partir du moment où je vais dans le monde Kubernetes, je veux pouvoir utiliser la ligne de commande Kubernetes classique. Et bien ça, bien sûr, on permet de le faire, puisque le Kubernetes qui vient sur Docker for Mac préinstallé est un Kubernetes absolument pas modifié. C'est le Kubernetes Upstream, open source. On l'installe tel quel. Il est configuré avec une couche réseau pour que ça fonctionne bien. Mais c'est vraiment le Kubernetes 1.8.2, je crois actuellement, qui est open source. Et on ne rajoute aucune rustine dessus. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on a étendu Kubernetes de la façon, on va dire, pas autorisée, mais la façon standard de le faire. C'est qu'on fait tourner dessus ce qu'on appelle on fait tourner un contrôleur. On l'a étendu à travers ce qu'on appelle la API Aggregation. Et donc, vous avez un contrôleur qui tourne sur Kubernetes qui est capable d'analyser les compose files qu'on lui envoie et de les transformer en ressources natives Kubernetes. Donc, à partir en fait de mon simple compose file que voici, que voilà, ma ligne de commande l'a envoyé à Kubernetes. Kubernetes a dit OK, ça, je connais ce format maintenant. C'est un format qui s'appelle Stack. C'est un format qui est une extension de la plateforme Kubernetes qui est fournie par Docker. Et je sais que ce service, ça va être un deployment avec un service au sens Kubernetes qui va exposer des ports. Je sais qu'ici, c'est un deployment avec un facteur de réplication de 10. Et puis ici, c'est une base de données. Et donc, cette partie qu'on appelle Custom Resource Descriptor, en fait, va supporter quasiment 100% du format des compose files et va être capable de les mapper au mieux avec les types de ressources natives de Kubernetes. Donc en fait, si vous avez des services qui, par exemple, partagent des volumes, il va non pas utiliser des deployments, mais des stateful sets. Si vous avez des services qui sont déployés sur tous les nœuds et non pas sur quelques nœuds, il va utiliser des daemon sets. Ceux qui connaissent Kubernetes vont comprendre, et puis ceux qui finalement ne connaissent pas bien Kubernetes mais doivent déployer sur Kubernetes vont être heureux de savoir que
avec un simple compose file, très précis, très simple, très concis, ils vont pouvoir déployer sur Kubernetes. Pour vous montrer encore, je pense que ça marche comme ça. Le type stack, il a été rajouté donc par extension sur le Kubernetes. Il est supporté maintenant nativement. Et je peux comme ça lister mes stacks. Je peux lister mes stacks et puis en sortir des informations. Et donc là, je vois bien à quelle date ma stack a été créée. Je vois bien la spec compose file qui a servi à créer cette stack. Et si je mets à jour ma stack, comme je l'ai fait tout à l'heure, en modifiant mon compose file, et puis en modifiant mon compose file, et puis en refaisant un Docker stack deploy, eh bien ça va mettre à jour ma stack côté backend. Donc là, vous avez vu, en termes de cycle de développement, on a vraiment les cycles de développement classiques sur la plateforme Docker. Très vite, je construis une application, très vite, je la décris, je la construis, très vite, je la déploie, et très vite, je peux la mettre à jour, et donc avoir des cycles de développement très courts. Est-ce que ça vous plaît, ça? Ouais, il faut me parler, parce que moi, si on bouge la tête, je ne comprends pas. Est-ce que ça vous plaît vraiment ou pas? Oui, grave. Comment? Oui. Et donc, ça, c'est ce que vous pouvez faire sur le poste de développement. Donc, vous pouvez vous inscrire dès à présent, beta.docker.com, je ne sais plus quelle adresse, on va chercher ensemble, regardez, hop. Peut-être /Kubernetes. Non, on n'est pas chez OVH. beta.docker.com. Vous pouvez vous inscrire pour vous mettre dans la file d'attente pour recevoir la dernière version de Docker for Desktop. Donc en premier arrivera Docker for Mac et ensuite arrivera Docker for Windows. Parce que la nouvelle aussi, c'est que vous allez pouvoir faire du développement Kubernetes sur un poste Windows. On va vous faire tourner un cluster, un Kubernetes sur votre poste Windows aussi, pour que vous puissiez, comme ça, depuis un poste Windows, préparer vos applications pour les mettre en prod. N'hésitez pas à vous inscrire aujourd'hui. Et donc, une fois que j'ai fait mon application, sur mon poste de dev, avec Docker for Mac et Docker for Windows, je vais vouloir la mettre en production. Et là, ce que Docker propose, que la plateforme Docker propose, c'est Docker Enterprise Edition, Docker EE. Je dois avoir un Docker EE installé quelque part. Je ne sais pas si vous connaissez tous Docker EE, mais c'est la plateforme Enterprise de Docker. Alors là, mes machines, je crois, sont aux US, donc ça va être un petit peu lent au début. Et donc, en même temps qu'on annonce le support de Kubernetes dans Docker, ah oui, c'est sympa, il y a des bouts en moins. En même temps qu'on annonce Docker sur le desktop, on annonce Docker aussi en production avec un dashboard fusionné avec une vue à la fois sur Swarm, vous voyez ici, en haut à droite, et sur Kubernetes. Sur un seul dashboard, avec une seule console, avec les mêmes gestions de droits communes à Swarm et à Kubernetes, vous allez brancher ça à votre LDAP, vous allez brancher ça à votre AD, et ça va vous permettre de gérer vos utilisateurs, les équipes, et de leur donner accès à un cluster Swarm ou un cluster Kube, ou les deux. En fait, ce qui se passe, c'est que tous les nœuds de notre cluster font tourner les deux orchestrateurs en même temps. Vous avez la possibilité, bien sûr, de segmenter si vous voulez être sûr d'avoir des clusters très compartimentés, mais vous pouvez aussi faire tourner les deux sur le même cluster. Alors ça, on le préconise plutôt pour le dev, et en prod, on va vous préconiser plutôt de segmenter un ensemble de nœuds Swarm, un ensemble de nœuds Kubernetes. Mais là, ici, j'ai un Docker AI qui est paramétré pour le dev, et donc qui va faire tourner les deux orchestrateurs sur tous les nœuds. Donc, en fonction, si je lui parle avec la ligne de commande Docker ou avec kubectl, eh bien, je vais pouvoir déployer des workloads Docker Swarm ou des workloads Kubernetes. Et ça se voit bien ici. Alors, je ne me rappelle jamais où c'est. Ça se voit bien ici. Vous avez des ressources spécifiques à Swarm. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici. Je peux faire un petit zoom quand même. Mais comme ça bouffe mon écran, hop là.
Voilà. En bas à gauche, ici, vous avez des ressources spécifiques à Swarm, les services Swarm, les networks, les volumes, les secrets, etc. Ça, c'est comme avant. Et puis, vous avez des ressources spécifiques à Kubernetes, la notion de namespace, les contrôleurs, les load balancers, tout ce que Kubernetes rajoute. Et puis, vous avez maintenant des ressources qui sont partagées, des stacks. Je vous ai montré que sur mon poste de dev, je peux en fait finalement prendre une stack et la déployer sur Swarm ou sur Kubernetes. Et ben, c'est exactement la même chose ici. C'est normal, c'est cohérent. Et je vais pouvoir créer une stack sur l'un ou sur l'autre. Je vais vous montrer ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les nœuds. Alors, attendez, hop. Les nœuds ici. Vous voyez ici que j'ai un manager node et deux worker nodes. En fait, tous ces nœuds, comme je vous ai dit, font tourner les deux orchestrateurs. On va essayer de planifier une stack, soyons fous. Stacks. Je vais créer une stack. Donc maintenant, j'ai des nouvelles options quand je crée une stack par rapport à avant. Hop, je ne sais pas si vous voyez tous bien. Ouais. Je vais créer une stack démo. Hop, DevOps d'idées. Et j'ai le choix entre trois modes maintenant quand je planifie une stack. Des services Swarm, des containers basiques, ça c'est ce qu'on avait avant que Swarm arrive, et puis des workloads Kubernetes. Des workloads Kubernetes, je dois choisir un namespace, ça c'est une fonctionnalité propre à Kubernetes. Là, je vais prendre le namespace default. Et ici, je peux tout simplement taper mon compose file, ou je peux en uploader un. On va essayer de faire ça. Hop, je reprends exactement le même que celui que je vous ai montré tout à l'heure, avec mes trois microservices, et on crée tout ça. Donc là, on voit bien qu'il y a un nouveau workload qui est planifié. Et petit à petit, on va avoir les conteneurs apparaître. Alors, les conteneurs apparaissent. J'ai ma fenêtre qui est un peu petite là. Vous voyez bien ici mes différents conteneurs qui apparaissent en bas. Alors, les Docker démos, ils sont en haut ici. Voilà. Là, vous avez des conteneurs Words. Vous avez sans doute des conteneurs DB quelque part. Ils vont arriver. Hop, un DB. Donc les conteneurs arrivent. Et ça, j'ai lancé. Ces conteneurs, ils tournent en fait sur un moteur Docker sur lequel tournent les deux orchestrateurs, Swarm et Kubernetes. En l'occurrence, là, ça tourne sur Kubernetes. Mais le moteur, il est partagé entre ces deux orchestrateurs. Ce qui fait que vous pouvez comme ça faire parler une application hybride Swarm Kubernetes. Vous avez la possibilité de... les images sont partagées. Ça, sur le poste en production, c'est intéressant moyennement, mais sur le poste de dev, le fait d'avoir des images qui sont partagées, que vous soyez en mode Docker ou Kubernetes, en fait, vous n'êtes pas dans un mode, vous êtes vraiment... c'est transparent, il n'y a aucune frontière entre les deux. Et on va aller voir les services, que je ne sais plus comment ça marche. Hop, load balancer. Vous voyez ici mes différents services. On va aller se connecter au web. Le web, on a son adresse IP qui doit être par ici. J'aurais dû ouvrir un autre onglet. Je voulais démarrer le cluster en Europe et puis en fait, j'ai oublié. Alors je ne sais pas si ça va fonctionner. Tout est bien démarré, donc maintenant c'est un problème de connectivité. On va laisser tourner derrière. Et donc si je regarde sur Kubernetes, j'ai bien les différents contrôleurs qui ont été créés pour la database, pour le web, pour Words. J'ai bien 15 réplicas pour mon backend, 15 réplicas ici pour mon backend Words. J'ai donc des load balancers qui sont créés avec certains qui exposent des ports à l'extérieur, certains non. Je peux voir les différents pods qui tournent. Donc là, j'ai vraiment la nomenclature Kubernetes qui est visible dans mon dashboard unique à côté de la nomenclature Swarm. Ça veut dire qu'en production, vraiment, vous avez une seule console d'administration pour les deux types de... Alors regardez, même le produit lui-même, là, il est plus... Un problème de connectivité. On va y arriver.
Alors, je crois qu'il nous reste 5 minutes, mais... Ils vont peut-être pas ouvrir les ports non plus pour le... Donc, je fais juste une chose. Même chose, en production, c'est un Kubernetes tout à fait standard, augmenté par le support des stacks. Vous pouvez vous connecter avec kubectl. Ici, quand vous êtes sur votre utilisateur, votre profil d'utilisateur, vous pouvez télécharger un bundle avec vos certificats qui vous permet de vous connecter au cluster en production. Et ce cluster, en fait, vous pouvez lui parler soit avec les commandes Docker, soit avec les commandes Kubernetes. C'est totalement transparent pour vous. Donc l'idée, c'est vraiment, vous avez la simplicité de la plateforme Docker avec maintenant le choix de l'orchestrateur pour que le problème ne soit plus quel orchestrateur je dois choisir, mais quand est-ce que je commence à passer mes applications microservices en production. Et ça, je pense que c'est plus important. Merci David. Alors juste donc pour conclure, bravo. C'était bon. Après, on a un petit effet démo, mais vous avez vu l'essentiel de la démo, c'est du live. Ce que vous avez moins vu, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire là, c'est que donc on est sur l'interface graphique du produit donc commercial qui s'appelle Enterprise Edition. Vous avez vu tout ce qu'on sait gérer, donc les clusters, les containers eux-mêmes, les nodes, les utilisateurs. Ce qu'on a moins vu et ce qui est des fonctionnalités très importantes, en fait, c'est la notion de sécurité. En fait, dans cette plateforme, vous allez trouver la notion de signature d'image, la notion de scanning d'image, de gestion d'images privées dans des repositories privés, de capacité de gérer ça avec des certificats électroniques. Il y a plein d'autres fonctionnalités qu'on sera ravis de vous expliquer, qui sont très demandées, qui étaient très demandées et qui sont maintenant donc disponibles par les entreprises pour mettre ça en production et pour avoir vraiment un workflow de bout en bout sécurisé. Ce qui était donc au milieu, qui était demandé, c'était l'orchestrateur Kubernetes. C'est maintenant, dans 2 mois, ça sera disponible. Voilà, donc merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a intéressé. On est donc présent pour répondre à vos questions, vous faire d'autres démos si vous le souhaitez, sur le stand Docker. Merci à tous. Merci.